Nous sommes en 2015 dans le Staten Island aux États-Unis. Il est tard dans la nuit lorsqu'Anthony Coronadi, un passionné de fitness américain, se rend pour récupérer un colis de drogues illégales qu'il a acheté sur un forum de culturisme. Lorsqu'il arrive à l'adresse de dépôt, il remarque immédiatement que le paquet est beaucoup plus volumineux que d'habitude. En le soulevant, il entend qu'il racle et bouge plus que prévu. L'ensemble de la situation lui semble étrange, et au lieu de suivre sa routine habituelle, il décide de rentrer chez lui par un itinéraire plus sûr. Anthony glisse alors le colis dans son sac à dos et marche sur quelques pâtés de maison avant d'interpeller un taxi. Le chauffeur le dépose dans une rue déserte, à plusieurs kilomètres de là. Après avoir payé en espèces, il descend et se faufile dans une ruelle isolée, où il entre dans un vieux bâtiment abandonné. À l'intérieur, il change rapidement de vêtements et met son sac dans un sac poubelle, puis ressort par une autre sortie. Finalement, il marche tranquillement jusqu'à son appartement. De retour chez lui, il dépose le colis sur son lit. Il saisit son cutter et l'ouvre. Mais à sa grande surprise, au lieu d'y trouver des stéroïdes comme prévu, la boîte contient des dizaines de pots de pilules de compléments alimentaires. Elle est colorée avec un petit dessin gravé dessus. C'est alors qu'il comprend qu'on lui a envoyé des pilules d'ecstasy, probablement de la MDMA, et non des stéroïdes. Déconcerté, Anthony contacte son vendeur en ligne, connu sous le pseudonyme Liston is Here, pour obtenir des explications. Quelques minutes plus tard, il reçoit une réponse. Le vendeur lui explique qu'il s'est trompé de colis et lui demande de le réexpédier à une autre adresse, promettant de le dédommager pour le dérangement. Pensant qu'il ne s'agit que d'un malentendu ponctuel, Anthony accepte et renvoie le colis, convaincu qu'il s'adresse à un simple client. Mais il ignore qu'il vient d'être recruté sans le savoir par un cartel international du dark web. Une organisation qui expédie des tonnes de drogue à travers le monde, engrange des dizaines de millions de dollars et opère comme un cartel en ligne quasi parfait. Et voici son histoire. Nous sommes début janvier 2017 en Caroline du Nord aux États-Unis. Il est tard dans la nuit et une équipe d'agents de la DEA surveille une femme soupçonnée d'être la mystérieuse Liston is Here, une légende du trafic de drogue sur le dark web. À cette époque, Liston est une figure bien connue de ces cercles clandestins. Actif depuis 2012, il a opéré sur plusieurs marchés du dark web tels que Silk Road 1 et 2, Alphabet et bien d'autres. Il se spécialise dans la vente de pilules, principalement de MDMA et de benzodiazépines, mais commercialise aussi d'autres substances comme des stéroïdes ou de la kétamine. Pendant des jours, les agents surveillent la femme sans relâche, espérant qu'elle commette une erreur. Mais la suspecte semble prudente et méthodique. Elle garde un profil discret, et hormis quelques colis suspects, aucune preuve tangible ne permet de l'arrêter ni de fouiller son domicile. Cependant, cette nuit-là, quelque chose change. Un officier remarque qu'elle se débarrasse de gros sacs poubelles. Intrigué, il décide d'aller les examiner. En regardant l'heure, il comprend que la femme a chronométré son geste. Le camion Ben passe dans seulement quelques minutes. S'il n'agit pas tout de suite, les preuves disparaîtront à jamais. Il se rend donc en pleine nuit fouiller les sacs, pendant que la suspecte dort. Au début, cela semble inutile. Mais dans le deuxième sac, il découvre une substance jaune scintillante. 2,5 kg de poudre de MDMA. Et cette découverte change tout. Nous sommes maintenant dans le comté de Buncombe, en Caroline du Nord. Une femme de 31 ans nommée Amanda Troll discute dans un steakhouse local pour réserver une table pour l'anniversaire de sa mère. Amanda, qui ne l'a pas vue depuis un certain temps, souhaite rendre cette journée spéciale. Son père a quitté la famille quand elle avait 5 ans, et même si la vie a été difficile, sa mère et son frère ont toujours été là pour la soutenir à travers ses nombreux problèmes. Le lendemain, Amanda se lève de bonne humeur, ravie à l'idée de retrouver sa mère. Mais vers 16 h, alors qu'elle enfile ses chaussures pour partir, elle entend des cris et des bruits désordonnés dans son immeuble.
Soudain, la porte de son appartement est défoncée et une équipe d'agents fait irruption pour l'arrêter. Pendant ce temps, à 19h, sa mère attend toujours seule au restaurant. Après 2 heures d'attente et plusieurs appels sans réponse, elle pense que sa fille a oublié leur dîner d'anniversaire. Alors qu'en réalité, Amanda est interrogée dans un commissariat. Lors de la perquisition, les agents découvrent plus de 59 kg de MDMA, 14 kg de kétamine et d'autres drogues illégales. Mais pendant son interrogatoire, Amanda révèle quelque chose d'inattendu. Elle affirme ne pas être Liston, mais seulement une intermédiaire dans un vaste réseau. Une simple réexpéditrice de colis. Les marchés de la drogue du dark web fonctionnent souvent avec un système de vendeurs et de réexpéditeurs. Ces vendeurs ne livrent pas toujours leurs produits directement aux clients. Pour éviter d'être retracés, ils passent par des intermédiaires appelés reshippers, réexpéditeurs. Ces personnes comme Amanda Troll reçoivent les colis contenant les substances, les reconditionnent, puis les envoient à une autre adresse, que ce soit vers le client final ou vers un autre réexpéditeur. Ce procédé rend la traçabilité extrêmement difficile, car les autorités ne peuvent plus relier directement les paquets à la source. Ainsi, les cerveaux du réseau peuvent rester anonymes. Amanda explique qu'elle traversait une période financière difficile quelques années plus tôt, lorsqu'un certain Benjamin Roden l'a mise en contact avec ce business de réexpédition. Peu après, il la présente au chef supposé du réseau, un homme connu uniquement sous le pseudo Liston. Selon ses déclarations, elle gagnait entre 800 et 1400 $ par colis et recevait 4 à 7 envois par mois. Mais très vite, le volume explose. Elle reconnaît avoir expédié plus de 4200 colis vers les États-Unis, le Canada, la Jamaïque et même l'Irlande. Quant à Roden, nul ne sait ce qu'il est devenu. Amanda choisit de coopérer avec la police et mentionne une adresse qui attire particulièrement l'attention des enquêteurs, une maison à Staten Island, d'où provenaient et où aboutissaient de nombreux colis. Ce lieu semble être un maillon essentiel du réseau de Liston. Retour à Staten Island aux États-Unis. Tôt le matin, les agents de la New York Drug Enforcement Strike Force ont dans leur véhicule 4,5 kg de comprimés de MDMA. Ils se rendent dans une maison abandonnée où ils déposent le colis, avant d'en informer le service postal américain pour qu'il en confirme le dépôt dans le système. Puis ils attendent. Quelques heures plus tard, un homme arrive. Il ramasse le paquet et au moment où il ressort de la propriété, une équipe d'agents en civil surgit et l'arrête. L'homme est identifié comme Anthony Coronati, un nom déjà lié à une affaire d'escroquerie remontant à 2014. À l'époque, un certain Anthony, également originaire de Staten Island, dirigeait un fonds d'investissement fictif nommé Bid to Ask LLC. Au lieu d'investir l'argent de ses clients, il l'utilisait pour financer ses dépenses personnelles comme des voyages dans les Caraïbes ou de la chirurgie esthétique. Interrogé, Coronati affirme qu'il travaillait pour un homme nommé Lon et que son implication dans ce réseau avait commencé par l'achat raté de stéroïdes quelques années plus tôt. Il raconte avoir été manipulé par Lon, qui lui avait promis de l'argent facile. Il déclare avoir contacté Lon non pas via des canaux sécurisés du dark web, mais via un forum de culturisme classique où Lon utilisait le mail lonishere@gmail.com. Les enquêteurs découvrent alors, en recoupant les informations, que ce Gmail était probablement créé avant que Lon ne maîtrise les protocoles d'anonymat. Grâce à cet indice, les autorités disposent désormais d'un lien direct vers l'identité réelle du vendeur, derrière le pseudo Liston. Ils ont également 2 membres arrêtés du réseau, Amanda et Anthony, et une série de colis interceptés, tous provenant du même endroit. Vers minuit, un homme nommé Banmit Singh, 33 ans et d'origine indienne, entre dans un bureau de poste. Il dépose plusieurs colis destinés à une adresse en Caroline du Nord. L'agent au guichet remarque que l'adresse de retour semble fausse, mais accepte quand même les envois. Ce que Singh ignore, c'est qu'en face de lui, des agents de la National Crime Agency britannique, assistés par la DEA américaine, le surveillent discrètement. Les enquêteurs soupçonnent que Singh est le cerveau du réseau Liston. Pendant plusieurs semaines, une équipe mixte américano-britannique observe différents bureaux de poste de Coventry, notant les individus qui envoient fréquemment des colis suspects, changeant de tenue, d'agence postale, et n'indiquant jamais d'adresse de retour valide. Singh finit par attirer leur attention. Et lorsqu'un de ces colis est intercepté et retrouvé à l'adresse d'une réexpéditrice compromise, la confirmation tombe. Banmit Singh est bien Liston.
Le 26 avril 2029 à Coventry, 2 véhicules noirs filent dans les rues désertes vers 4 heures du matin. À leur bord, des forces spéciales armées prêtes à intervenir. Leur mission est claire, interpeller Banmeet Singh, avant qu'il ne puisse effacer les données de ses ordinateurs. En quelques secondes, ils enfoncent la porte. Singh se réveille en sursaut, ébloui par les lampes tactiques. Il n'a pas le temps de réagir. Les agents le maîtrisent sans résistance. À l'intérieur, les enquêteurs trouvent de nombreuses preuves, dont un portefeuille numérique contenant 3838 bitcoins. En analysant les transactions, ils constatent que la majorité provient des ventes de drogue sur les plateformes du dark web liées à l'Easton. Singh est arrêté et incarcéré au Royaume-Uni. Les États-Unis entament alors une procédure d'extradition qui s'étendra sur plus de 4 ans. En mars 2023, après avoir épuisé tous ses recours, il est finalement transféré vers l'Ohio. Là-bas, il passe une année supplémentaire en prison avant d'accepter, en 2024, un accord de plaider coupable. Dans cet accord, il s'engage à céder tous ses bitcoins, dont la valeur dépasse 300 millions de dollars. Mais un détail intrigue les enquêteurs. Les registres blockchain montrent qu'il a reçu au moins 8000 bitcoins, issus de la vente de stupéfiants. Singh prétend pourtant n'avoir accès qu'à 3838, les mêmes que ceux saisis en 2019. Des soupçons émergent. Il aurait transféré plusieurs milliers de bitcoins à une autre personne dont le propriétaire de l'adresse est akea.parandé@gmail.com. Cette adresse appartient à Parvinder Singh, le frère de Banmeet. Aucune preuve formelle n'existe, mais tout laisse penser qu'il a dissimulé près de 4000 bitcoins, soit environ 150 millions de dollars, entre les mains de son frère. Nous sommes le 24 avril 2024. Après plusieurs vols et déplacements, Banmeet Singh rentre en Inde chez sa famille. Il est accueilli par son frère Parvinder, son père et d'autres proches. Tous célèbrent sa liberté retrouvée. Mais quelques heures après la fête, la police indienne fait irruption dans la maison et arrête Parvinder Singh. 4 jours plus tard, une deuxième perquisition est menée dans une résidence de Haldwani, où Banmeet s'était réfugié après la première arrestation. Les autorités y découvrent un appareil contenant 268 bitcoins, directement relié à ses activités sur le dark web. À la suite de ça, Banmeet est de nouveau arrêté. Cette fois, les 2 frères se retrouvent incarcérés. Selon un communiqué de la direction de l'enforcement indienne, l'enquête a été lancée à la demande des États-Unis, ce qui suggère que les autorités américaines cherchaient à empêcher Singh de récupérer le reste de sa fortune, et peut-être à neutraliser son frère. Certaines rumeurs avancent même que les bitcoins auraient été placés artificiellement par les enquêteurs indiens à la demande américaine. Hypothèse impossible à confirmer, mais pas totalement invraisemblable. Aujourd'hui, le procès est toujours en cours, et bien que Singh ait déjà purgé des peines au Royaume-Uni et aux États-Unis, il risque une nouvelle condamnation en Inde. Les autorités indiennes cherchent désormais à confisquer les 3600 bitcoins restants, dont la valeur dépasse 30 millions de dollars. Mais la question demeure, ces bitcoins existent-ils encore? Et si oui, Banmeet ou son frère y ont-ils encore accès?